va, c'est pas si mal. Quand t'es gamin, suffit qu'on t'interdise de faire un truc pour que tu le fasses. Désobéir, c'est un réflexe primaire. C'est la façon la plus simple et la plus rapide de s'affirmer. Et puis plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu commences à avoir des responsabilités, plus tu t'intègres à la société, plus tu commences à jouer selon les règles. Et pire, tu commences même à trouver normal que ceux qui transgressent ces règles soient mis au banc de cette même société. Tu commences à valoriser le concept de décence commune et tu commences à avoir la connerie de balancer des mais comment ose-t-il? Il ne peut pas faire ça. Il n'en a pas le droit. Grandir fait perdre à la transgression toute sa poésie. Ce qui rend d'autant plus génial le fait que certains cinéastes n'ont pas perdu leur âme d'enfant. Parce que le scandale, c'est une promesse. La promesse que tout faire péter est encore possible, et que cette époque où on avait le droit de tout envoyer chier, de faire des conneries et d'aimer ça, n'est pas morte. C'est pour ça que l'histoire s'en souvient. Et que même si on n'a pas vu le film, tout le monde voit tout de suite de quoi on parle. Parce que rien ne te marque plus un imaginaire collectif que la danse frénétique du sang, du sperme et des larmes. Et ça, le cinéma l'a très très bien compris. Par contre, ça reste un jeu dangereux, parce que le scandale, ça a cette fâcheuse tendance à monopoliser toute l'attention et à nous faire oublier que, peut-être, derrière les pleurs des mamies outragées et les hurlements hystériques des gamins mal dans leur peau qui ont enfin une raison d'exister, il y a peut-être du cinéma qui en vaut la peine. Et que ce cinéma-là, il mérite autant d'entrer dans la légende que les vomissements qu'il aura provoqués chez nos potes les Cubénis. C'est ça qu'on va essayer de savoir. Bienvenue dans Classics. Et commencer par Massacre à la tronçonneuse, ça sonnait un petit peu comme une évidence, tellement le film est devenu une espèce de cas d'école du scandale cinématographique moderne. Dites-vous bien ça, lorsque le film sort, on est en 1974. Les Dents de la Mer, Jason, Freddy Krueger, La Colline à des yeux, Halloween, Maniac, Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pasolini, tout ça, ça n'existe pas encore. L'horreur au cinéma, la viscérale, celle qui dérange et qui traumatise, reste une arlésienne, encore loin d'avoir atteint la respectabilité d'une sortie série A. Le choc qu'aura suscité La Dernière maison sur la gauche de Wes Craven, sorti en 72, résonne encore dans quelques esprits, mais le film reste cantonné à un public d'initiés en mal de sensations fortes, principalement du fait de son amateurisme sous-budgété, qui le rend d'ailleurs difficilement regardable aujourd'hui. Et puis de toute façon, le succès en 69 du Rosemary's Baby de Polanski a mis les choses au clair, c'est le spirituel, la religion et les thématiques de l'effondrement moral et du fractionnement de l'identité qui vont avec qui font se déplacer les foules. En mal de psychanalyse sociétale, tandis que l'échec et les exactions de la guerre du Vietnam entachent le grand empire américain jusque dans ses valeurs les plus fondatrices. Le terrain ainsi préparé, il n'est pas étonnant que la sortie de L'Exorciste de Friedkin en 73 s'accompagne d'un succès encore plus retentissant. Et autant vous dire qu'à une époque où la peur au cinéma nous joue gentiment la petite musique de l'angoisse existentielle au son des tambours d'un diable imaginaire, l'arrivée d'un film comme Massacre à la tronçonneuse, ça fait un petit peu tâche. Et on a eu droit à la totale. Ah putain, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça. La légende nous dit même que les gens se barraient de la salle pour aller vomir rien qu'à la vue de la bande-annonce. C'est à cette époque que la nausée est devenue un argument marketing. Bon après, les gens qui se barrent de la salle au milieu du film en pleurant toute leur bile et en hurlant que c'est inadmissible, nous, aujourd'hui, on regarde ça avec une certaine tendresse sarcastique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces enfoirés d'Amerloc, ils sont allés vachement plus loin à l'époque, parce que comme c'est arrivé en Oklahoma durant l'exploitation du film, non seulement les gens se barraient de la salle, mais ils allaient appeler les flics pour essayer de faire en sorte que le film soit poursuivi pour outrage moral. Les gens devenaient tarés, ça pleurait, ça hurlait, enfin merde quoi. Ça devait quand même être une sacrée expérience d'aller voir Massacre en salle à l'époque. Alors après, je vous rassure, certains états démocratiques de ce monde ont eu un peu de décence, et à l'étranger, le film a été censuré à tour de bras. En France, par exemple, le film a été interdit d'exploitation jusqu'en 1982 par 5
ministre de la culture différent. Mais il a quand même été exploité en VHS à partir de 1979 dans la fameuse collection de René Château, les films que vous ne verrez jamais au cinéma, ce qui, paradoxalement, a renforcé son statut d'œuvre subversive, puisque lui conférant le statut de film qu'on se passe sous le manteau. Après 5 ans d'interdiction, René Château vous présente Massacre à la tronçonneuse. Heureusement que certains États ont eu quant à eux le courage d'aller au bout de ce que le combat pour la décence morale de nos sociétés implique, en interdisant purement et simplement le film sur leur territoire. La Norvège, le Brésil, l'Allemagne de l'Ouest, tous ont dit poubelle, on veut pas de ça chez nous. Et en Suède, le titre du film est carrément devenu une expression pour désigner quelque chose d'immonde et d'irregardable. Et au Royaume-Uni, il a carrément fallu attendre 1998 pour que le film obtienne une licence d'exploitation, et ça s'est fait contre l'avis de la BBFC, qui est l'organisme de régulation de la diffusion et d'exploitation des films, et le C dans le nom, c'est pour censure. C'est même pas une blague. Avec un tel pédigré, tu m'étonnes que le film ait été un succès. Parce que oui, jouer les vierges effarouchées pour frondeuse de censure, ça va 5 minutes. Il le savait, Toby Hooper, le réalisateur, que ça allait se passer comme ça. Bah attendez, le mec, il arrive en te disant qu'il va te faire un film d'horreur, ultra réaliste, sur le tabou ultime de toute société humaine, le cannibalisme, et qu'il n'a pas l'intention de faire dans la demi-mesure. C'est pour ça que je voulais absolument commencer par Massacre à la tronçonneuse. L'aura de scandale légendaire qui entoure le film, c'est d'abord et avant tout du marketing. Massacre à la tronçonneuse a construit sa légende pour sortir du petit cercle d'initiés auquel il aurait normalement dû s'adresser et devenir un phénomène de société ultra rentable commercialement. Rien que le titre, Massacre à la tronçonneuse, qui, pour l'anecdote, a été trouvé uniquement au moment de l'exploitation du film, c'est rien d'autre qu'un slogan publicitaire. C'est pas un titre de film, ça, Massacre à la tronçonneuse. Personne n'appelle son film comme ça. Et puis tout ce délire là, oui, on s'est inspiré du même tueur en série que pour Psychose, Ed Gein en l'occurrence, du bon gros bullshit de dossier de presse. C'est faux, c'est totalement faux, et Toby Hooper lui-même l'a dit. C'était juste pour surfer sur la fascination malsaine du public pour les tueurs en série qui était à la mode dans les années 70. Et notre Toby, il est tellement taquin qu'il a même poussé le vice jusqu'à mettre un faux texte introductif pour te dire que tout est vrai, juste histoire d'attiser les pulsions voyeuristes de l'audience et de s'assurer un certain bouche à oreille. Exactement la même chose que fera Gaspard Noé dans Climax d'ailleurs. Et puis bon, Massacre à la tronçonneuse, moi je veux bien, mais il aurait peut-être fallu tuer plus qu'une personne à coup de tronçonneuse. Du coup. Et puis bon, avec un titre pareil, tu t'attends quand même à des litres d'hémoglobine, alors que il n'y a même pas tant de sang que ça. Surtout comparé à tous les slashers de merde que le film aura inspiré et auxquels on a eu droit depuis. Et puis alors franchement, le coup du marketing de la subversion plus de 50 ans après, lorsque t'es édité par TF1 Vidéo, faudrait quand même franchement arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tant de petits éléments qui, mis bout à bout et une fois détricotés, rendent vachement compréhensible le fait que certains spectateurs soient déçus lorsqu'ils découvrent le film pour la première fois. Ouais, ok, c'est malsain, c'est glauque, mais on a fait vachement pire depuis. Et c'est ça qui est super intéressant avec Massacre à la tronçonneuse. L'héritage légendaire d'œuvres irregardables qu'il a laissé a tué le film en fait. Le scandale, qui lui a permis de connaître le succès commercial à sa sortie, est devenu plus grand que le moment de cinéma que Toby Hooper avait à proposer. Confondre le tableau et l'affiche de l'exposition. Putain de capitalisme. Surtout que c'est un chef-d'œuvre quoi, c'est ça le truc. Et que même une institution comme le magazine Empire le considère encore aujourd'hui comme le film d'horreur le plus chimiquement pur jamais réalisé. On se fait un rail ? Je comprends. Non, je comprends que la déception soit de mise, que Saw, Martyr et Serbian Film sont passés par là. Massacre a été dépassé par la noirceur des auteurs venus après lui. Faire pire, pour plus cher. Pourquoi pas ? Reste juste à savoir si le poème formé par les tripes éviscérées résonnera encore comme un monument des années plus tard. Parce que choquer, d'accord. C'est bien de choquer. C'est agréable aujourd'hui pour un metteur en scène de voir son travail réussir à vibrer au son de l'adrénaline d'un public vosgien nauséeux qui pensait avoir tout vu. Mais accoucher d'un film qui continuera encore et encore à hanter des générations et des générations de spectateurs et de cinéastes, devenir le spectre indépassable d'un genre entier, ça vaut tous les vomissements du monde. Alors à votre avis, elle a quel goût cette révolution ? Mais avant tout, faisons preuve d'un peu d'honnêteté. Et pour pouvoir aborder sereinement le statut de chef-d'œuvre de Massacre à la tronçonneuse,
il nous faut d'abord évoquer succinctement l'innommable chiure qu'elle a mise en place de son intrigue. Ainsi donc, c'est là bouche en cœur que nous déboulons sur les routes texanes aux côtés de nos personnages principaux, dont le nom n'a ni importance ni pertinence à être retenu. Ils sont habillés comme d'insupportables étudiants en fac des années 70, roulent dans un minivan étroit et immonde, qui rend impossible de placer la caméra où que ce soit pour obtenir une image un tant soit peu esthétique. Ils discutent de sujets passionnants et indispensables à la bonne marche du monde qui leur est contemporain, et tandis que le spectateur comprend peu à peu les liens qui les unissent pour mieux les oublier presque immédiatement, voilà qu'un autostoppeur fait son apparition. Il a les cheveux gras, il sent l'opossum, et tandis qu'il vocifère avec un accent redneck insupportablement cliché, censé terrifier les petits étudiants embourgeoisés, voilà qu'à l'absence d'intérêt scénaristique, couplé au travail esthétique de piètre qualité, vient s'ajouter le surjeu. Que ça joue mal, que c'est inintéressant, et qu'il est évident que ces personnages n'ont d'intérêt à être en vie qu'afin que nous puissions jouir avec le réalisateur de l'orgasme cinématographique qu'il y aura à mettre en scène leur décès. Parce que si cette intro nous éclaire sur un point, c'est que ce qui n'était au départ qu'une impression apparaît peu à peu comme une évidence. Tobe Hooper n'en a rien à foutre. Et de fait, nous non plus. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils là? En quoi est-ce important qu'ils soient ici ensemble? Quel lien indéfectible l'horreur de la situation tentera-t-elle de briser? Rien. Le message est passé. Ces personnages qui nous sont présentés ne sont pas des gens, mais des astuces scénaristiques. Ce sont les cadavres qu'il fallait garder en vie le temps de préparer leur mise à mort. Ce sont des bovins qu'on emmène à l'abattoir. Pas la meilleure façon d'investir émotionnellement le spectateur dans son film. Mais est-ce de la mauvaise écriture pour autant, lorsque c'est assumé avec une telle ironie? Hey, that's the old slaughterhouse. That's where Grandpa used to sell his cattle. Parce que même si cette intro est balourde et maladroite, elle reste extrêmement importante pour cerner les partis pris du réalisateur. Massacre à la tronçonneuse ne sera pas ce genre de film. Ça ne sera pas un de ces énièmes films qui suit un groupe d'amis confrontés au pire, qui ressortent grandis de l'adversité qu'ils auront réussi à surmonter, non. C'est un film sur le pire. Pour filer la métaphore de Hooper, Massacre à la tronçonneuse, ce n'est pas un film sur les agneaux qui survivent à l'abattoir. C'est un film sur l'abattoir, sur ce qui se passe dans l'obscurité de ces bâtiments, habituellement fermés à double tour. Des bruits, des grognements, puis soudain des photos, des flashs illuminant des cadavres, que la lumière vient arracher à l'obscurité, l'espace d'un instant. Le film n'a pas commencé, il n'y a eu ni titre, ni générique, seulement un texte mensonger défilant en surimpression dans une obscurité faussement tranquille. Le film débute, et cette obscurité, c'est la lumière du cinéma qui y met fin, comme une nécessité. Ainsi commence Massacre à la tronçonneuse, un simple flash, un coup de projecteur sur de la chair putréfiée, comme une note d'intention. À vous qui entrez ici, nous avons des choses à montrer. Nous sommes de ceux qui auront le courage de dévoiler ce qui sévit dans cette peur primaire du noir. Cette peur du monstre dont vous avez cru enfant qu'il allait finir par vous dévorer. Et qui finit effectivement par le faire. Car mes frères, je vous le dis, grandir ne les fait pas disparaître. Les monstres sont toujours là, tapis dans l'ombre. Ils ont simplement changé de visage. Qu'y a-t-il de surprenant alors dans le fait que Tobe Hooper expédie à ce point la présentation de son bétail? Le parti pris est clair, toute victime qu'ils soient, ils ne sont pas les personnages principaux de cette histoire. Ce trône revient à leur bourreau. Et c'est d'ailleurs avec un amusement amer que l'on peut constater, une fois le visionnage terminé, que le film nous en aura finalement plus appris sur le meurtrier que sur ses proies. Car contrairement à ce que tous les tueurs iconiques de slasher venus après lui laissent supposer aux spectateurs encore vierges du visionnage de Massacre à la tronçonneuse, Leatherface n'est pas qu'un prédateur filmique en léger surpoids affublé d'une tronçonneuse, le visage recouvert d'un masque en peau humaine qui poursuivrait en hurlant de jeunes filles en fleurs dans la forêt texane. Alors, il le fait bien sûr, ça reste un personnage de film d'horreur. Mais quand tout cela est terminé,
qu'il rentre chez lui dans la maison familiale, cela redevient un fils, battu par un père tyrannique, un attardé mental muet, martyrisé par son grand frère, et un petit-fils dévoué, qui finalement tue, parce que c'est ça qu'on fait là d'où il vient. Et ce sont les scènes de dialogue les plus longues et les plus intéressantes de tout le film. Ne vous méprenez pas, Leatherface est terrifiant, sauvage, barbare, c'est un antagoniste sanguinaire, mais Tobe Hooper lui donne une dimension infiniment pathétique, comme s'il nous demandait de le comprendre pour mieux en avoir peur. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça grandir? Laisser de côté les monstres pour se mettre à avoir peur des hommes. À vous donc, génération d'adultes en devenir, qui allez voir un film entre amis pour vous shooter à l'adrénaline, et à vous aussi, parents, à ce point terrorisés par l'horreur du monde réel que vous offrez à vos enfants, que vous avez préféré vous cacher les yeux, Tobe Hooper a des choses à vous montrer. Massacre à la tronçonneuse est un film sur ce regard nécessaire que l'on ne veut pas avoir, sur ces yeux qu'il nous faut poser sur l'innommable qui ne devrait pas exister et que l'on avait jusque-là tapi dans l'incertitude rassurante de l'obscurité. Et c'est de cette obscurité même que Tobe Hooper nous arrache pour nous confronter crûment à ce qu'elle dissimule, qui n'est visible qu'en pleine lumière. Aussi, il n'est pas étonnant que les personnages aillent systématiquement vers les sources de lumière dans le film, accompagnant ainsi la prise de conscience progressive des spectateurs. Une lumière qui, dans un processus d'inversion du symbolisme traditionnel, n'a plus rien de chaleureux ou de rassurant, mais incarne au contraire le danger et la mort, qui sont rendus visibles, littéralement mis en lumière par le travail en crescendo de la caméra de Tobe Hooper, le tout culminant dans cette danse sauvage frénétique qui clôture le film, où la monstruosité, enfin mise à nu, finit littéralement par parader, illuminée par le soleil levant. Un plan tellement important aux yeux de son réalisateur, tellement primordial dans la continuité symbolique de la mise en scène, qu'il n'est rendu possible dans le montage que par le biais d'un faux raccord. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des faux raccords, tant que ça permet de faire du cinéma? Et c'est ça qu'il veut faire, Tobe Hooper. Faire du cinéma pour nous faire voir, nous graver la cornée et nous brûler la rétine pour que cette horreur, plus que mise en lumière, nous soit inoubliable. Et rien ne marque plus un spectateur qu'un total et permanent effort vers la brutalité. Celle du mixage son reste la plus citée, sorte de magma hyper-agressif grouillant, fait de cris, de pleurs et de bruitages d'outils à essence auréolés d'une musique expérimentale bruitiste, étudiée pour remuer les boyaux. Mais ce n'est pas parce que les gens hurlent lorsqu'ils saignent que cela crée un moment de cinéma. Choquer, c'est sympa. Hanter, c'est mieux. Et pour ça, il faut travailler à une image bien précise, le genre d'image susceptible de ressurgir, à n'importe quel moment, alors même que l'on pensait avoir réussi à la surmonter. Une image suffisamment puissante par elle-même, par ce qui vit en elle, qu'elle n'a pas à s'embarrasser d'esthétiser quoi que ce soit. Ce qu'elle montre suffit. Presque tout le travail visuel de Tobe Hooper dans le film est tourné vers cet objectif, essentialiser l'horreur, couper tout ce qui dépasse pour éviter que l'esprit du spectateur soit distrait et puis accumuler pour finalement le noyer dans les abîmes d'une terreur primaire et animale. Le travail des couleurs, des décors, des accessoires, des situations même. Ça, Stanley! Tout est pensé pour incarner de la façon la plus simple, la plus directe et donc la plus brutale possible ce que le mot horreur signifie. On va pas s'emmerder avec des considérations intellectuelles. De toute façon, on ne te laissera pas le temps d'analyser. On fait appel à des instincts beaucoup trop primitifs, alors regarde. Juste regarde. 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 Massacre est littéralement une incarnation en long métrage de cette scène d'Orange Mécanique. Faire voir, montrer, envers et contre tout, jusqu'au cri, jusqu'au dégoût le plus absolu face à celui qui a finalement nié toute humanité, alors qu'il était jadis le même que moi.
Le tout culminant lors de la scène du dîner, où la mise en scène choisit de faire à de multiples reprises des très gros plans, sur le regard terrorisé du personnage, tout autant presque plus que sur l'objet même de sa terreur. Car au-delà du sang, de la violence, des tripes et des viscères, l'horreur, la vraie, est là, dans l'acte de poser ses yeux sur l'irregardable le plus absolu. Il est temps de grandir. Crois-moi ma fille, c'est loin d'être un mauvais rêve. Si seulement rien de tout ça n'était réel. Qu'ils étaient beaux les temps anciens où les ogres n'existaient que dans les contes, et où ils n'étaient pas encore nos reflets. Mais tu sais, si tu veux toute la vérité, tu peux dormir tranquille, car les fantômes n'existent pas. Les dragons non plus, mon amour. En revanche, les tueurs en série et les violeurs d'enfants, oui. Faites bon rêve. Bien des années après la sortie du film, bien après que le monde entier ait su que tout cela était faux, que le film n'était que pure invention et s'était servi des meurtres d'Ed Gein et de leur aura pour gonfler sa légende, on a demandé à Tobe Hooper le pourquoi de son mensonge, et de ce qu'il pensait rétrospectivement du film. Voici ce qu'il a répondu. C'était l'époque du Watergate. Une époque où je commençais à me dire que peut-être ces gens à la télé ne disaient pas la vérité. Je crois que je devenais désillusionné. Et les jeunes de mon entourage étaient soit désillusionnés, soit déterminés à faire changer les choses. C'était une époque étrange. Le film est devenu une métaphore cinématographique de la conjoncture de l'époque. Voilà, à mon avis, le propos de Massacre à la tronçonneuse. Watergate, Nixon, Vietnam et crimes de guerre. Sacrée époque pour la vérité. La vérité. Dire la vérité, la fracasser sur le visage de ses spectateurs, leur dire que cette horreur n'est pas lointaine, n'est pas abstraite, n'est pas enfouie, qu'elle est là, que c'est seulement nous qui refusons de regarder. Dire tout ça en l'auréolant du mensonge nécessaire, pour mieux la rendre tangible, compréhensible et percutante. Ainsi donc, Massacre nous hurle, la violence existe, la barbarie existe, l'innommable existe. Acceptez-le. Le crime fait partie de la grande histoire, qu'il s'agisse de fous isolés ou de nations envahissant des terres qui n'ont rien demandé. À personne. Vous à qui le confort a fait oublier le goût du sang, rappelez-vous-en lorsque l'on vous demandera si d'autres guerres doivent être menées. Dire la violence, la faire ressentir au plus profond de l'autre, faire des films d'horreur, c'est espérer qu'au moment opportun, le spectateur redevenu citoyen n'oublie pas que cette barbarie-là peut aussi être la sienne. Au-delà de la controverse du film et tout ça, ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout un très grand film de cinéma, que pour moi, on est vraiment tout cinéma confondu dans le haut du panier. Non seulement la mise en scène est sublime, mais tout ça est, une fois de plus, et ça c'est toujours important, mais ça se voit que c'est pensé et que c'est riche. Tout est pesé. On a toujours l'impression que Massacre, c'est un gros truc où t'as un mec qui est là et qui il taille dans l'art et tout, et puis il se passe que ça. Mais c'est pas vrai en fait. Ouais, je trouve que c'est un film de génie en fait. C'est un film de génie. Un seul film. C'est tout ce qu'il lui aura fallu pour raconter ce que certains cinéastes mettent une filmographie entière à essayer de nous partager. Il avait même pas 30 ans, et il venait de signer le film que tout le cinéma d'horreur des 50 prochaines années allait essayer de copier. Aujourd'hui, Tobe Hooper est mort, et il a laissé derrière lui une filmographie bâtarde, partagée entre la volonté de revenir à l'horreur viscérale et totale de ses premiers amours, et la réalisation de téléfilms bas de gamme, nécessaires pour mettre un peu de beurre dans les épinards de temps en temps. Mais je suis sûr que là où il est, dans son caveau texan puant la charogne en état de décomposition avancée, il lui arrive encore de sourire lorsque certains cinéastes le citent toujours aujourd'hui comme un monument indépassable. Et je suis persuadé qu'il se dit « Peut-être qu'on a fait pire depuis, mais pas certain qu'on ait fait mieux. »